Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au mercato marseillais sur David parle de l'OM. Cette semaine, c'était encore les montagnes russes et on ne sait plus où donner de la tête. Alors il y a 3 dossiers qui expliquent absolument tout ce qui se passe aujourd'hui à Marseille et je vais vous les décrypter dans cette vidéo. On va aborder la guerre des Gaules, les gardiens de but, car depuis le départ de Geronimo Rulli, c'est le flou artistique total et on ne sait pas vraiment qui va garder la cage olympienne cette année. Ensuite, les dossiers Højbjerg et Aguerd qui montrent pourquoi certains transferts semblent bouclés avant de finalement capoter au dernier moment. Et enfin, le vrai problème de l'OM, tant que le club ne vend pas, il ne peut toujours pas recruter, mais on s'en rend vraiment compte actuellement. Et à une semaine de la reprise de la Ligue 1, c'est très inquiétant. Installez-vous bien confortablement, cliquez sur le petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité brûlante du mercato marseillais. Commençons donc par le premier sujet, la guerre des Gaules. Depuis le départ de Geronimo Rulli, l'OM est lancé dans une véritable course contre la montre. Ce qui est frappant, c'est le nombre de profils étudiés. Cela veut dire 2 choses. Soit la direction travaille sérieusement sur plusieurs options, soit elle n'arrive pas à boucler sa priorité. Pendant plusieurs jours, ça semblait être Marcin Bulka, gardien de but polonais. Un profil connu en Ligue 1, un gardien déjà installé avec une vraie présence physique et une expérience du championnat français. Sur le papier, moi ça me paraissait logique. Mais le dossier était trop lourd. Prix du transfert, salaire, montage compliqué avec Neom en Arabie Saoudite. Bref, on sent que l'OM a cherché vraiment la formule gagnante pour pouvoir attirer le joueur sans sortir d'indemnité. Malheureusement, à l'heure actuelle, rien n'est fait. Car le principal souci, c'est que le poste de gardien de but, c'est pas non plus un poste sur lequel tu peux bricoler. Donc il faut vraiment avoir quelqu'un qui est une valeur sûre, et par contre lâcher 15 ou 20 millions sur un gardien, c'est pas dans les habitudes à l'OM. Autre alternative, on en avait déjà parlé, Guillaume Rest, le gardien de Toulouse. Aujourd'hui, l'OM aurait formulé une première offre sous forme d'un prêt payant avec option d'achat pour une enveloppe proche de 10 millions d'euros. Alors, Toulouse a refusé logiquement, car Rest, c'est quand même un jeune gardien français qui est très coté. Toulouse, il a aucune raison de le brader. Donc le point positif, c'est que le joueur donnerait vraiment sa préférence à l'Olympique de Marseille, mais entre l'accord du joueur et l'accord du club, il y a parfois un monde, surtout quand l'OM doit négocier au centime près. Ensuite, cette semaine, on a eu la piste Lucas Perry, un profil plus confirmé qui connaît déjà la Ligue 1 pour avoir joué à Lyon. Là encore, le problème, il est financier, car le Torino serait sur le dossier avec une formule pouvant monter jusqu'à 15 ou 16 millions d'euros sous forme de prêt. Du côté de les dirigeants de l'OM, on veut absolument pas dépasser les 10 millions d'euros pour un gardien. Donc Perry, certes ça peut être une bonne opportunité, mais dans ces conditions ça paraît très compliqué. Ensuite on a eu des profils plus risqués. Orlando Gil, le fameux gardien du Paraguay. On s'en rappelle tous de sa brillante Coupe du Monde, et notamment du match infâme contre l'équipe de France, où il a même jeté un ballon sur Mbappé. Alors pour le coup c'est pas un gardien qui est fantastique, il a pas vraiment une grosse expérience en dehors de l'Argentine, donc moi c'est vrai que c'est pas un profil qui m'attire. Et l'autre option c'était Michele Di Gregorio, le gardien de la Juventus de Turin. Alors là c'est beaucoup plus sécurisant, il a de l'expérience de la Serie A du très haut niveau, mais il coûte aujourd'hui un peu plus de 10 millions d'euros, avec la concurrence notamment du club espagnol de Valence. Donc personnellement, entre les deux, moi je serais plus partant pour Di Gregorio, même si c'est pas non plus une valeur sûre, certes il a l'expérience. Si tu regardes ces compilations qui circulent sur les réseaux sociaux, effectivement, tu te rends compte que c'est pas non plus une super assurance qualité. Donc le vrai constat, c'est que l'OM cherche un gardien de haut niveau européen, avec un budget de club sous surveillance. Et cette équation, elle est très difficile à résoudre. Maintenant, moi, je me pose une question. Pourquoi de une, on ne mise pas sur Geoffrey Delange, qui est un gardien plus que correct, même s'il n'a pas encore vraiment fait ses preuves à l'OM, mais au moins ça t'évite de sortir de l'argent. Et surtout, pourquoi on a raté des profils en début de mercato, alors qu'on avait identifié qu'il fallait changer ce poste de gardien. Je pense notamment à Hervé Kofi, le portier qui était prêté à Angers l'année saison dernière, qui a été pour moi le meilleur gardien de Ligue 1, et qu'on a laissé partir pour des clopinettes à l'Union Saint-Gilloise. Donc il y a vraiment des choses que je ne comprends pas au niveau du recrutement, et c'est dommage d'être passé à côté de super gardiens comme ça. Vous, quel gardien vous souhaitez avoir du coup cette année à l'Olympique de Marseille parmi tous ces noms, ou même d'autres que je n'ai pas encore évoqués? Le deuxième sujet, pourquoi Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd bloquent le mercato marseillais? Alors ces deux dossiers résument parfaitement une chose très simple. Dans le football, un accord entre des clubs ne suffit jamais. Il faut aussi convaincre le joueur, son entourage et répondre à ses ambitions sportives. Si on rembobine un peu, qu'on prend Højbjerg, Newcastle était, selon les informations qui sont sorties cette semaine, prêt à s'aligner sur les 15 millions d'euros demandés par l'OM. A priori, selon l'équipe aujourd'hui, ce serait plutôt 10 millions. Bref, sur le plan financier, ça allait nous arranger. Mais le joueur aurait refusé, puis l'AC Milan est entré dans le dossier, et là on comprend mieux sa logique. Højbjerg ne veut pas partir à tout prix, il veut choisir son projet, il se sent bien à Marseille, il a un gros contrat, et s'il doit bouger, ce sera pour un championnat, un club et un rôle qui lui conviennent parfaitement. C'est son droit le plus total, même si ça ne me fait pas plaisir bien sûr d'entendre ça. Et du point de vue de l'OM, c'est un problème énorme, parce que le club avait besoin de cette vente pour alléger la masse salariale, récupérer aussi une indemnité de transfert et surtout débloquer les fameux autres mouvements dont on a parlé. Et à l'heure où on se parle, le joueur dit qu'il se sent bien à Marseille, qu'il veut rester. Maintenant, je vous dis, on n'est pas à l'abri d'un dernier retournement de situation. J'espère vivement qu'un club italien de son choix, que ce soit le Milan AC ou la Juventus de Turin, va vite se positionner d'ici une semaine ou 15 jours pour qu'on puisse enfin se délester de son salaire et de ce poids-là. Pour Nayef Aguerd, le scénario il est encore plus parlant.
La Real Sociedad avait apparemment un accord avec l'OM. La visite médicale a été réussie, mais le joueur a finalement refusé la destination après avoir échangé avec le coach et découvert plus précisément son futur rôle. Alors, encore une fois, c'est pas le joueur qui bloque, c'est pas le problème financier, que lui, il veut juste défendre son avenir sportif, et ça prouve encore une fois qu'on ne maîtrise pas tout, même quand un transfert semble quasiment acté. Et c'est là qu'il faut qu'on parle d'un sujet très très important, qui est Unique Sports Group. Alors, si t'es pas au courant, c'est une agence qui est mandatée par Frank McCourt sur certains dossiers de vente de joueurs, d'après les éléments disponibles que j'ai pu recouper. Il ne s'agit pas d'un contrat global avec un forfait fixe, mais ce sont des mandats attribués au cas par cas. En fait, l'agence elle est rémunérée à la réussite d'une vente, autour de 10% de commission, selon les opérations et selon son implication dans la recherche du club acheteur. L'intérêt pour l'OM, c'est évident. USG dispose d'un réseau très important, notamment en Angleterre, mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Arabie Saoudite, donc ça lui permet d'avoir plus de cibles potentielles à identifier. Elle peut contacter les décideurs plus facilement et pousser à l'arrivée d'offres écrites. Mais la limite, on vient de s'en apercevoir, elle est fondamentale, c'est qu'Unique Sport Group peut trouver une porte de sortie, mais elle ne peut pas obliger un joueur à la prendre. Et c'est probablement là que certains deals se cassent, ce qui a été notamment le cas probablement pour Højbjerg et Aguerd. Donc le club vendeur, qui a envie de vendre rapidement par l'intermédiaire de l'USG, il finalise le mandat, ok, mais le joueur, lui, il découvre parfois tardivement la réalité du projet. Quel va être son temps de jeu, quelle va être la méthode du coach, quelle est sa place dans la hiérarchie des joueurs, ou même simplement quelles sont les conditions salariales. Voilà, Aguerd et Højbjerg illustrent parfaitement ce décalage. Il faut aussi éviter d'un autre côté les raccourcis, parce que faire appel à une agence externe pour élargir son réseau de vente, c'est une pratique assez courante. En revanche, ce système peut créer des tensions avec des agents historiques, notamment les agents de joueurs, et donner l'impression que les joueurs sont poussés vers des destinations qu'ils n'ont pas choisies. Soyons donc très clairs, aucun joueur ne peut être forcé de partir, et le club ne peut pas non plus mettre un joueur au placard simplement parce qu'il refuse une offre, notamment au regard du cadre juridique français. Mon avis personnel sur la situation, c'est que c'est une grave erreur. Quand tu recrutes déjà des gens comme Lorenzi ou à l'époque Benatia qui sont là pour gérer ton mercato et gérer tes ventes, il faut leur faire confiance. Ils ont une cellule, ils ont un réseau. Et mandater, en plus de ces gens-là, en surcouche, un cabinet qui certes est connu dans le monde du sport pour faire des ventes, c'est pas une bonne idée parce que c'est lui qui va faire la loi, la pluie et le beau temps. Et on vient de le voir, les transferts capotent au dernier moment, et donc ça te retarde. Tout ce que tu avais prévu, notamment tes fameux achats, ne peuvent pas se faire parce que les ventes sont paralysées. Et en plus de ça, c'est McCourt qui se fait encore ponctionner. Donc le gars, non content d'avoir perdu déjà 800 plaques à l'OM, il se fait encore ponctionner 10% sur chaque vente, alors que le but, c'est de vendre absolument pour la DNCG. C'est vraiment incompréhensible. Enfin, troisième sujet qui est le plus important, pourquoi le manque de vente paralyse le recrutement de l'OM. L'OM a déjà vu partir Ahmed Junior Traoré, Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Facundo Medina et Geronimo Rulli cette semaine. Donc sur le papier, ce sont des économies importantes de salaire et potentiellement des recettes qui rentrent. Mais cela ne suffit pas, car selon les informations qu'on a eues hier dans la Provence, l'OM n'a toujours pas obtenu le feu vert complet de la DNCG pour recruter. Le problème serait lié au ratio entre les charges du club, c'est-à-dire salaire, indemnité de transfert, commission, et les revenus. Donc autrement dit, même si l'OM économise des salaires, il doit encore montrer qu'il peut financer durablement ses nouvelles recrues. C'est pour cela que chaque départ devient stratégique. Højbjerg, Aguerd, Mopé et même Angel Gomez, c'est pas seulement des noms sur une liste du mercato, tu vois, c'est pas juste des gens qu'on va faire partir. C'est des lignes budgétaires. Par exemple pour Mopé, même si l'OM le vend, on ne récupérera pas l'intégralité du montant du transfert parce qu'il y a une clause de 20% reversée à Everton, son ancien club. Donc l'objectif affiché dans ce cas-là, c'est surtout de diminuer la masse salariale. C'est aussi pour ça qu'il y a certaines rumeurs autour de Timothy Weah, Quinten Timber, Igor Pexao ou même Amin Gouiri étaient inquiétantes cette semaine, car l'OM doit vendre, mais ne doit pas vendre ses meilleurs joueurs à prix réduit coûte que coûte. Par exemple, on a annoncé Timber à Porto pour 18 millions, mais c'est pas assez, le club a dit non, et ça c'est très bien, parce qu'un joueur de son calibre, ça part pas à moins de 25 ou 30 millions d'euros. Weah, quant à lui, il est sous contrat jusqu'en 2030 à l'OM, il a adhéré au projet de Bruno Genesio, il a dit Marseille c'est sa ville, il s'y sent très bien, donc pareil, à moins d'une énorme offre à plus de 25 millions d'euros, il restera à l'Olympique de Marseille. Donc ok, vendre un joueur, c'est important, mais accepter une offre trop basse et recruter ensuite dans la précipitation quelqu'un pour le remplacer avec un budget limité, c'est exactement le scénario qu'il faut éviter. Autant garder tes propres joueurs qui sont des bonnes valeurs. Si on résume, aujourd'hui l'OM est dans une situation très paradoxale. Le club a beaucoup de pistes, on en a parlé au niveau des gardiens, Boulka, Rest, Di Gregorio et autres, mais tant que les ventes ne sont pas réellement conclues, ces pistes restent des dossiers sur un bureau. Donc, en ce 14 août, je suis toujours incapable de t'annoncer quelle va être la première recrue de l'Olympique de Marseille, mais je vais te le dire, même les dirigeants en sont toujours incapables. Tant qu'on ne fait pas encore au moins une ou deux ventes, c'est-à-dire Aguerd, Højbjerg, personne n'arrivera à l'Olympique de Marseille. Alors vous, est-ce que vous êtes inquiet par rapport au fait que ce mercato soit toujours bloqué à l'heure actuelle? Ou est-ce que vous êtes plutôt rassuré par cette vidéo que je vous ai faite? Ou est-ce que vous avez bien compris qu'une fois que les ventes sont réalisées, là on va lâcher les chevaux, Lorenzi va pouvoir activer toutes ses pistes et on devrait signer facilement 3 ou 4 joueurs d'un coup? Si oui, donnez-moi en commentaire le nom du joueur que vous attendez le plus à l'Olympique de Marseille. Si cette vidéo vous a plu, vous me lâchez un like, vous abonnez bien sûr à la chaîne de David Parle de l'OM, ça me fera du bien, vous activez la cloche et surtout, rechargez vos batteries. On est à une semaine de la reprise, ceux qui sont encore en vacances,
profitez-en. Je fais toujours des contenus shorts pour rester connecté à l'actualité de l'Olympique de Marseille. Passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!